Alors, je me présente, je suis Bertrand Leroux, je suis directeur d'études, je travaille au CEREMA. Je ne sais pas si vous connaissez la structure. On est un établissement public qui travaille pour le compte du ministère qui a élaboré cette loi et pour les collectivités locales. On travaille pour les services déconcentrés, dont a parlé Philippe. On travaille pour les collectivités et on travaille aussi pour les deux à la fois dans pas mal de projets. Et là, vous vous dites, cet homme aime travailler dangereusement. Non, alors en pratique, je vis plutôt bien mon travail. Et je précise que j'interviens à titre personnel et que mon propos n'engage pas ma structure, ce qui me permettra de libérer mon propos. Alors, comme c'est la fin aussi, je vais peut-être vous donner toutes les idées, et puis comme ça, ceux qui vont partir pourront partir. Alors, c'est vrai que là, j'ai l'impression, il est clair que dans les propos qu'on a eus, il y a une cristallisation du ZAN sur un de ses pans, qui est le pan réglementaire et législatif, et qui est notamment... alors, on est tous d'accord, il y a un basculement qui est extrêmement important dans le point de vue législatif, c'est que jusqu'à présent, on avait des éléments comptables qui étaient de l'ordre du thermomètre, et là, on a transformé le thermomètre en calculatrice pour voir si ça va passer. Et c'est là où ce qu'on ne sait pas, c'est de quel côté ça va basculer. Est-ce que ça va être le sursaut et la mise en mouvement, ou est-ce que ça va être l'écrasement de l'action et un passage à de la comptabilité qui est... Aujourd'hui, je ne sais pas encore de quel côté ça va basculer. Toi, tu es plutôt partisan sur le fait que ça va plutôt obérer l'action. Je dis qu'il y a beaucoup de différences dans les territoires. Ils ne sont pas tous pareils. Encore. Encore, bon, je n'ai même pas démarré. Et juste un élément historique, chacun a son début d'action législative sur quand est-ce qu'on a commencé à travailler sur la consommation d'espace. Alors moi, je suis ravi d'intervenir ici parce que j'ai fait mon doctorat sur la question de la planification, au LATS à côté. Alors j'interviens en tant que praticien, j'interviens en tant que chercheur. Et alors, moi, évidemment, en tant que doctorant, je faisais démarrer ça à la loi SRE parce que je travaillais sur les SCOT à l'époque. Et bizutage, en arrivant dans ma structure, on m'a sorti une plaquette du ministère de l'Équipement de 1970 et quelques, altomitage. Bon, après, quand on fait un retour législatif, on se rend compte qu'il y a un premier basculement, c'est quand on a dit halte aux grands ensembles et qu'on a dit on arrête les zones d'intervention foncière et on arrête ce qui existait à l'époque, c'est la ZAC écrase le PLU. C'est-à-dire que quand vous aviez un projet, ça a écrasé le document d'urbanisme. Et ce basculement législatif a fait que c'est le démarrage où on considère que le document d'urbanisme est un cadre de développement. Et après, il y a des éléments de dérogation qui sont apparus, parce qu'on est toujours dans un balancier. Mais c'est ce moment-là qui est un basculement et qui est dans les années 70. Alors, sur le côté de la loi, mon propos, c'est de dire que si on ne fait pas un pas de côté, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas sur la mise en mouvement. Parce que si on focalise sur la calculette, à mon avis, point de salut. Enfin, en tout cas, a priori, on va droit dans le mur. Autre élément, depuis le début de la journée, on est plutôt à se dire comment la loi va atterrir. Et plutôt avec une certaine appréhension qui est partagée sur les territoires. Je fais l'écho de certaines collectivités avec lesquelles on travaille. Et je pense que le sujet, il n'est pas tellement comment la loi va atterrir, mais comment les trajectoires des territoires vont pouvoir rentrer dans cette nouvelle injonction. Et que le sujet, pour nous, praticiens, c'est de recomposer la trajectoire de ces territoires et voir dans quelle mesure elle est plus ou moins compatible avec cette trajectoire de ZAN en termes de réorientation. Deuxième élément, alors, devant cette docte assemblée, je vais revenir sur des éléments de foncier. Beaucoup d'entre vous vont considérer que j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait, vu du terrain, vous allez vous rendre compte que ce qu'on considère comme des portes ouvertes, en fait, sont relativement fermées. Et c'est-à-dire que la logique de compréhension des mécanismes de foncier, dans cette question du ZAN, ça va permettre de les mettre sur la table parce qu'ils ne sont pas encore acquis. Tu veux autre élément, je pense qu'on partage toute cette idée, c'est la réussite du ZAN, ça va être de construire une stratégie foncière de gestion de la ressource foncière sur le temps long. Et aujourd'hui, on est en train de focaliser sur comment est-ce qu'on va réussir à avoir des PLU qui vont sortir dans les clous de la nouvelle injonction. Autre élément dont je suis persuadé, c'est que l'enjeu, il va résider dans le fait de basculer d'une logique de visualisation du stock à une logique d'analyse du flux. Et cette logique d'analyse du flux pour mettre en mouvement ces fonciers qui sont compliqués à mettre en mouvement, eh ben, on va devoir sortir d'une logique de planification et réinterroger le rôle de la planification et de l'intérêt des plans d'action foncière pour aller travailler cette logique
et remettre le document de planification à sa place, à sa juste place, ni trop, ni pas assez. Autre élément, on a des outils. On a toujours dit la boîte à outils, la boîte à outils des outils fonciers. La majorité d'entre vous la connaissent, elle se développe, elle fait envie à tous nos voisins. Par contre, on se dit que collectivement, on a à construire le mode d'emploi et que le mode d'emploi aujourd'hui on ne l'a pas pour ce bascule. En tout cas, au niveau qu'on nous intime sur ces périodes. Voilà, je vous ai donné toutes les idées que je vais mettre et maintenant je vais être beaucoup plus brouillon avec et j'aime bien parler, donc je serai à peu près comme toi dans l'exposé. Sur le côté brouillon. Non, sur le côté, j'aime bien parler. Les enjeux autour de l'artificialisation des sols, cette loi, elle a quand même le basculement aussi, on l'a dit, elle a quand même un énorme bénéfice, c'est de poser la question de la fonctionnalité des sols. Aujourd'hui, on était sur la consommation d'espace, un mélange d'étalement urbain. Ça fait 20 ans que, travaillant sur le thermomètre, elle a quand même eu un gros bénéfice, c'est un effort de définition. Alors, les définitions, bon, on l'a dit, on a les décrets, c'est pas au cordeau, ça pose dans certains cas autant de questions que de réponses. Néanmoins, ça fait quand même 20 ans qu'on est beaucoup à s'ingénier, à doubler d'ingéniosité pour faire des mesures d'un truc qui n'était pas défini. Donc là, aujourd'hui, on a plusieurs définitions qui sont rentrées dans un corpus législatif. Et cette loi, en fait, elle a 3 volets et on n'en a parlé qu'un. Donc, il y avait 3 volets. Il y en avait un, c'était connaître. Donc, c'est les efforts de définition. Il y en a un deuxième, c'est l'ensemble du système d'observation de cette consommation d'espace, de cette artificialisation qui est remis à plat, que ce soit dans sa dimension nationale ou sa dimension locale. Le deuxième point dont on a parlé, c'est encadrer. C'est celui sur lequel on crispe. C'est la question de la déclinaison des normes, de son introduction dans la planification et de la calculette. Pourquoi ? Parce que le problème en France, c'est que les évolutions et les grandes réformes, on les fait passer au Parlement comme étant des éléments législatifs, et après, on ne regarde son déploiement que sous l'angle réglementaire. Et il y a un troisième volet, dont on n'a pas du tout parlé, c'est la question de l'accompagnement. Sur la question de l'accompagnement, il y a des micro-évolutions qui ne sont peut-être pas à la hauteur des enjeux, mais qui sont quand même des évolutions. Une volonté d'étendre les EPF, c'est-à-dire une volonté d'asseoir des outils de portage et d'intervention sociale. Un deuxième qui est un fonds friche, qui aurait dû exister que sur une version. Aujourd'hui, on a 650 millions d'euros, 2 versions. On fait la 3e édition à 100 millions d'euros et on a la volonté de le pérenniser. C'est-à-dire qu'au-delà des éléments réglementaires, il y a aussi une préoccupation d'aller vers des éléments d'opérationnalité, d'équilibre d'opération. C'est que le début de la bataille. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux, mais il faut qu'on ait conscience qu'il faudra attaquer sur tous ces 3 plans. Et si on focalise uniquement sur la calculette, il est possible qu'on explose un peu tous. Alors, donc, j'ai rappelé les éléments d'enjeu. On va avancer, s'il te plaît. Je ne reviens pas sur le ZAN, zéro artificialisation nette. Le plus, le moins. Le moins, aujourd'hui, on ne sait pas comment l'opérationnaliser. Enfin, clairement, tout reste à inventer. Alors, il y aura on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est quelque chose à inventer. Ça va être compliqué. Et là, on est quand même sur un pilotage de loi là où ça crispe, c'est qu'on est sur un pilotage d'objectifs. À la limite, moi, je préfère un pilotage d'objectifs qu'un pilotage de moyens. En plus, qui donne la trajectoire et les objectifs. Là où je me rappelle, c'est la loi SRU, les 20% de logements sociaux. On avait dit c'est une cata, c'est une obligation. Ça va détourner l'objectif. On va plus parler de à quoi servent les logements sociaux, comme quoi 70% des Français peuvent demander un logement social, quels sont les publics. Ça va détourner l'objet. On va regarder que l'objectif chiffré. Là, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être quelque chose qui, après, ne va plus faire débat en termes d'avoir des objectifs chiffrés et va créer le sursaut de mise en œuvre, ou si on va être sur quelque chose qui est tellement compliqué que ça va écraser toute possibilité de marge de manœuvre. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai la même interrogation que toi. On va avancer. Alors, c'est vrai que si on regarde uniquement le ZAN sous l'angle réglementaire, c'est le mode d'emploi réglementaire, c'est on regarde ce qui s'est passé par le passé, on a une obligation de justification sur est-ce qu'on est dans des tendances qui évoluent, comment ça se décline, et de mettre en accord les zones pour nouvelle urbanisation à ses besoins, la capacité de désartificialiser et l'effort complémentaire de densification. Alors, on avance. Si on en reste là, alors bon, on va avancer sur là, c'est la redéfinition des stratégies locales. Si on en reste là, les leviers qui sont mis en avant sont la fermeture de zones à urbanisation, la densification, la transformation des friches,
la résorption de la vacance et la désartificialisation. Si on en reste sur ces leviers-là, sans problématique, sans redonner du sens de la politique foncière et des mécanismes de mise en mouvement de la mobilisation foncière, on n'y arrivera pas. Ça, je pense que c'est vraiment le message qu'il faut qu'on passe autant au niveau des praticiens, des chercheurs que des élus. C'est qu'aujourd'hui, on a des marges de manœuvre et des leviers qui nous sont mis en avant, mais ça ne suffira pas à avoir le mode d'emploi. Est-ce qu'on peut avancer ? Alors, là où on peut avoir un peu peur, c'est que face aux ânes, là je me fais un peu écho des territoires sur la manière dont je suis allemand, je travaille sur la région de Loire-Bretagne. Et aujourd'hui, on vient nous chercher sur le ZAN en anticipation, même si on n'a pas les décrets. Il y a ceux qui suranticipent, d'autres qui sont plutôt dans le déni, on va dire. Et on a deux réactions qui, pour moi, sont des écueils. C'est on a le bon élève exemplaire. Il ferme tout ce qui dépasse. Donc, il ferme toutes ces zones de AU. Il fait le bilan de ses dents creuses. Et lorsqu'il a identifié toutes ces dents creuses, il pose des OAP. Et sur ces OAP, il dit ici, il y aura 20 logements. Et quand il a fait la somme de ses OAP, il a le compte pour tenir. Donc, il a pu fermer. Et il y a le deuxième, la fuite en avant. Il temporise l'évolution du PLU. Il ne veut pas se confronter à une obligation de justification de ses besoins. Il accélère les projets tant que c'est encore possible. Et en fait, on se rend compte que derrière ces deux... Alors, ce n'est pas des idéotypes, j'en suis pas là, ce n'est pas un travail de recherche, mais derrière ces deux comportements, il y a le même rôle qui est donné à la planification, c'est l'alpha et l'oméga de mon développement. Mon PLU, c'est le robinet d'ouverture ou de fermeture de mes espaces ouverts à l'urbanisation qui détermine la capacité effective du territoire à se développer. Si on reste là-dessus, jamais on n'arrivera à faire le ZAN. Et donc ça, c'est le premier aspect, c'est le postulat qu'il y a derrière. Et le deuxième, c'est une simplification des déterminants de la mobilisation du foncier, qui est réduit à leur seule constructibilité. Donc, ça, pour moi, c'est deux stratégies permanentes à court ou moyen terme. Parce que dans les deux cas, faute d'avoir réellement accompagné la mutation du foncier, on n'y arrivera pas. Alors, on peut avancer. Alors, pardon, est-ce que tu peux me remettre là ? Alors, la planification et ses limites. Aujourd'hui, on vient nous chercher. Alors, moi, je suis spécialisé sur la question de foncier, donc on vient nous chercher parfois en amont, c'est-à-dire on fait des plans d'action foncière, notamment en parallèle. Alors, ce n'est pas une obligation, les plans d'action foncière, c'est pas dans le code d'urbanisme, vous ne le trouverez pas. Là, on a une collectivité qui nous demande je révise mon SCOT, mon PLH, je sens que le foncier, c'est un sujet. Ce serait bien d'avoir un plan d'action foncière pour nourrir les différentes démarches de planification, notamment dans une logique d'intercommunalisation du sujet qui était cher. On a des cas où on nous appelle plutôt en pompier. Là, il y a une collectivité qui veut ouvrir, qui me dit je n'ai pas la capacité d'accueillir mes entreprises et qui me demande une modification de PLU et ne justifie pas son besoin. Et on est plutôt dans une logique de survente. Alors, ce n'est pas un travail de médiateur, mais c'est un travail d'éclairer le besoin. Et dans certains cas, on commence à voir la planification et ses limites dans cet objectif ZAN. Alors, les symptômes, ils sont de plusieurs ordres. Au secours, mes OAP n'ont pas bougé. Donc ça, c'est mon premier cas, là, le bon élève qui a pris ses dents creuses, qui a mis ses OAP. Alors, s'il te plaît, reste. Alors, OAP de gauche, ce que je vous ai mis en contour orange, c'est la propriété. Donc, OAP de gauche, alors dans certains cas, les OAP, on dit avec un aménagement d'ensemble. C'est-à-dire que si tout le monde ne bouge pas, il ne se passe rien. Là, vous voyez une trentaine de propriétaires du bâti, un cœur d'îlot, et on n'est pas allé voir les propriétaires dans le mètre OAP. Donc ça n'a pas bougé. Deuxième OAP, alors là, ça va rappeler ce matin, unité foncière et le fond de jardin du bâti voisin avec obligation d'aménagement d'ensemble. Les deux voisins ne sont pas discutés, la commune n'est pas allée voir les deux personnes. Et il n'y avait pas besoin de mettre une OAP pour que ça bouge, il fallait demander est-ce que la personne est prête à lâcher son terrain de jardin et est-ce que le deuxième il est intéressé ou pas. Donc ça, c'est les limites de l'action réglementaire avec une vision un peu, j'ai dit, ça va se faire. Donc, alors, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est ce qui remonte, c'est-à-dire c'est encore le cas d'expliquer c'est quoi le rôle de la planification et comment la planification, il faut l'accompagner pour que ça se réalise. Deuxième cas, ouverture n'est pas mobilisation. Donc pareil, devant cette docte assemblée, excusez-moi, mais c'est des trucs qu'on a en entretien avec des élus. Dans le précédent PLU, on avait plein de zones et pas grand-chose qui s'est vendu. Bon, là, on est obligé à fermer. Donc pendant 18-20 ans, il ne s'est rien fait.
Il y en a un, il y a le propriétaire qui en voulait trop. Il y en a un autre, les propriétaires n'étaient pas... Enfin, c'est ton introduction, hein, c'est le rapport à la propriété. C'est un droit, c'était acquis, j'étais pas pressé, j'avais pas besoin, c'est mon patrimoine. Quand j'aurais besoin d'argent, retraite ou enfant, je le vendrai. Donc, le rapport au propriétaire, et puis, c'est éloquent, hein, un élu qui dit une petite commune, c'est jamais facile pour un élu d'aller annoncer des reclassements de zone, surtout dans une petite commune où on a été sur les bancs de l'école ensemble. Il faut pouvoir expliquer que ce n'est pas un droit acquis, que si on ouvre des terrains, c'est pour accueillir des nouveaux habitants, faire vivre le bourg, l'école, que ça répond à des besoins. Et le fait d'être dans une logique ZAN, c'est ce que tu as dit, ça va cristalliser encore cette fiction, c'est-à-dire que quand on ouvre une zone, c'est qu'il y a intention de basculement de la zone. Et ce qui veut dire qu'il va falloir se rapprocher des propriétaires, là où, pour le coup, l'aparté sur... Bon, désolé, je fais le premier aparté. L'intercommunalisation des documents d'urbanisme qui était prévue pour mettre à distance les élus vis-à-vis des propriétaires, notamment à la fois est facilitateur, mais à la fois va complexifier, puisqu'on sent qu'avec le ZAN, il va falloir se rapprocher encore plus des propriétaires pour avoir les intentions de vente. C'est-à-dire, on a une mise à distance sur la friction de fermeture, mais on va avoir un besoin de proximité pour la négociation d'intention de vente. Donc ça va nous travailler quand même nos documents d'urbanisme. Troisième point, sur les documents d'urbanisme, les limites de la planification. Bon, et ouais, il y a le marché. Je ne trouve pas d'opérateur. Alors, il y en a plusieurs. Hein. On a fait un lotissement, plusieurs lots, parce que c'est ce que l'on savait faire en régie. Je n'ai pas d'opérateur, je suis la commune, je suis mon propre opérateur. On ne trouvait pas d'opérateur. 4 lots à bâtir, ça passe, mais un petit collectif de 4 appartements, on n'équilibre pas l'opération. Ça n'est pas les mêmes coûts fixes. Enfin, bon, il y a les éléments de fiscalité, etc. Hein. Donc, je parle de vendre bouteille. Mais je pense de se délecter du 4 lots à bâtir, ça passe, mais un petit lot collectif en 4 appartements. Ça... Oui, il y a des moments où on a fait des... Non, l'opérateur ne veut plus faire l'opération groupée avec revente au bailleur social. Avec l'évolution des coûts de la construction, il dit que ça ne passe plus. On est dans l'impasse, on risque d'être forcé de l'exproprier. Bon, on voit que derrière, il y a plus que la planification et le zonage, évidemment, pour faire... Désolé, j'enfonce des portes ouvertes, mais ce contexte, en fait, il accroît ses besoins alors, slide suivante, de renouer avec la complexité du foncier et sa chaîne de transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire renouer avec la complexité du foncier et sa chaîne de transformation? C'est comme je vous l'ai dit, lorsqu'on pouvait ouvrir toutes les zones à l'urbanisation, on compensait un fort taux de rétention foncière par beaucoup de zones. Quand il y a des ventes qui sont de temps en temps, si tu as beaucoup de zones, une forte dureté foncière, ce n'est pas grave. Cette affaire-là est plutôt claire. Là, aujourd'hui, le ZAN, il oblige à revenir à une planification plus négociée avec les propriétaires, en apport de matières premières ou en fermeture de droits. Et donc là, le foncier, il faut reprendre toutes ses dimensions. La dimension de la constructibilité, réglementaire et physique, la négociabilité, donc tout ce alors, je mets dureté foncière, mais c'est la capacité à négocier le terrain et à un prix compatible avec l'opération. La faisabilité technique et économique et la mise en œuvre. Donc, trouver l'opérateur, la prise en charge du portage, le financement, la prise de risque sur l'opération, la commercialisation. Et donc, fondamentalement, le ZAN va nous obliger à remplacer d'une approche par le stock à une approche par le flux. Comment je mets en mouvement mes fonciers? Et cet exercice-là, il va être d'autant plus difficile qu'il va falloir le tenir dans le temps. Et c'est là où, à mon avis, est la réelle difficulté. Et peut-être pas tant, enfin, on l'espère, sur est-ce que la calculette va donner le bon chiffre, quoi. Alors, un sujet autant de sobriété de foncier que de projet de territoire et un meilleur partage des usages. C'est une banalité. Mais aujourd'hui, quand on va avoir des élus qui ont un problème, donc là, par exemple, je veux ouvrir une nouvelle ZAE, j'ai des besoins d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait, nous, CRMA? On vient avec la calculette. Ben non. On leur demande, mais c'était quoi votre besoin? Eh ben, on se rend compte que dans la médiation entre une exigence d'injonction à argumenter sur ses besoins fonciers et la capacité à un territoire à verbaliser ses besoins, eh ben, il y a des rapprochements à faire. Diapo suivante. Alors, bon, on parle beaucoup du foncier résidentiel. Depuis quelques années, quand même, on s'est rappelé que le foncier économique était quand même un pourvoyeur de consommation d'espace. Mais le sujet, c'est quoi votre stratégie d'accueil des entreprises? C'est quoi, quelle typologie d'entreprise vous voulez accueillir? Alors,
En ce moment, il y a un travers sur les typologies d'entreprises. Tout le monde veut du tertiaire, la start-up green, sans effet de pollution. Bon, il faut travailler un peu, mais en tirant les fils, on réussit à faire dire à un territoire c'est quoi mes besoins, c'est quoi la main-d'œuvre, c'est quelles fonctionnalités vous avez besoin, comment vous voulez vous positionner par la logistique. Et c'est autant ces éléments-là qu'il faut avancer que quelle surface vous êtes prêt à développer pour l'accueil de vos entreprises. Sur le foncier résidentiel, c'est pareil. Aujourd'hui, notre entrée pour faire bouger les lignes, ce n'est pas la densité. Je ne vais pas critiquer les guides qu'on a produits au sein de la maison, mais ce n'est pas le référentiel des guides de densité qui ont été faits par Castel sur les chalets savoyards. En tout cas, ils ne passent pas en Vendée, en tout cas. Mais c'est quoi la... Bon, alors, il y a le sujet sur l'offre d'habitat dense, vivable, désirable et abordable, où il y a un vrai travail dessus, qui est un travail d'architecte, d'urbaniste, que réalisent aussi les... Enfin, c'est pas nouveau, quand même. Mais il y a aussi rediscuter du parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'il y a quand même des formes urbaines qui répondent à des besoins, qui sont des besoins nouveaux pour des territoires, et il faut être en capacité de le calculer. Bon, je ne développe pas, vous avez compris la logique. Mais cette entrée sur le ZAN, pour être en capacité de discuter des flux, de cet argumentaire de maîtrise, il va falloir pouvoir rentrer dans des éléments de projet qui vont sur des éléments qui sont portés politiquement, avec avoir une capacité à justifier qu'un besoin foncier répond à des besoins d'un projet de territoire et une vraie stratégie d'accueil. Et les moyens en face. Alors, deuxième élément, plutôt que de parler d'atterrissage de la loi, on peut se dire quand même que la loi elle va percuter les territoires de manière un peu différente. Et dans certains cas, croyez-moi, ça va être indolore. Alors, je n'ai pas la prétention de vous faire une exhaustivité des cas, mais on peut s'en prendre plusieurs. Alors, Vendée, les usines à la campagne, 13 Septier et la Gaubretière, 2600 logements tous les deux. Il y a une friche qui a été acquise par l'EPF, 25 000 m² de bâti. Grosso modo, on a 15% des surfaces de bâti existantes sur la commune. Le sujet, le ZAN, sur certains territoires, en fait, là où il faut aller, je n'ai pas dit que c'était simple, hein, mais là où il faut aller et là où sont les marges de manœuvre, il est quasi évident. La complexité, ça va être la friche, ça va pas être la planification et la calculette. Et sur cette friche-là, ça va être comment je la découpe, parce que les besoins du territoire, on ne va pas lâcher d'un coup 15% de l'existant en commercialisation, on n'aura jamais d'opérateur. Alors, Angoulême, c'est pareil. Angoulême, ils ont 3 projets au fond friche pour l'aide à la subvention, et aujourd'hui, ils ne parlent pas uniquement de recyclage, ils parlent de décyclage. C'est-à-dire qu'une partie de ces friches servent aussi à faire de l'espace public, de la revitalisation, parce qu'ils ont un gisement en friche qui est supérieur à leurs besoins. Deuxième cas, donc là on est à Thiers, tout ce qui est action cœur de ville, les logements vacants. Sur certaines communes, le gisement en logements vacants suffit à répondre à des besoins pour certains marchés. Donc, exit le sujet planification, dimensionnement des zones. Alors, je pense que tout le monde a en tête les îles, les îles un peu fermées, où finalement le sujet il n'est pas le zonage. On a des limites naturelles qui s'imposent depuis tout le temps. Alors, on pense territoire montagnard aussi, hein, genre, on a pu prendre Briançon. Donc là, je vous ai pris un truc pour faire de la promotion Pays de la Loire. C'est Saint-Joachim, c'est situé au cœur de la Brière. Alors, j'aurais voulu vous montrer les photos, mais vous voyez, le bord, alors, on a les maisons, et après, ça donne sur l'étang, les marais. Donc là, c'est pas une question de zonage, hein. Là, les seules choses qui vont se faire, c'est une petite division, une extension de maison, et puis c'est tout. Hop. Le renouvellement urbain spontané. Nantes, route de Rennes. En haut, photo 2008, en bas, photo 2021. Alors, on vous laissera le diapo, vous chercherez les différentes erreurs. Moi, celui que je vois en premier, c'est le camion. Non, c'est pas ça. Le camion, plutôt. C'est la haie à gauche qui a augmenté. Tu vois ? C'est-à-dire peut-être du collectif, mais c'est surtout la haie à gauche qui a augmenté, donc la maison, là, elle va peut-être partir. Bon, là, pareil, c'est pas un sujet de planification, c'est un sujet de marché, d'opérateur, d'équipe d'opération, et puis surtout un marché qui est en pleine extension. Après, il faut que l'OAP et le PLU le permettent, mais... hop. Et les territoires, ils ne sont pas percutés de la même manière, enfin, on l'a déjà dit,
aller très vite, mais en termes de consommation et d'efficacité, évidemment, on a des besoins qui sont un peu différents. Vous connaissez tous la dynamique française, la littoralisation, la métropolisation, la diagonale du vide. Et dernier. Alors, par contre, je n'ai pas dit que ce n'était pas un sujet de notre préoccupation. Donc là, le territoire sur lequel on travaille, avec Foncéo, Adéquation et le CEREMA, on accompagne le pays d'Ancenis. Et là où j'ai une réelle préoccupation, c'est les espaces secondaires de report. Alors, les espaces secondaires de report. Alors, je n'ai pas prétention à avoir une définition, hein, mais alors quand on n'a pas de friche, plus de logements vacants, que l'on ait un territoire d'industrie, Manitou, Terrena, vous voyez Manitou, là, ça, vous ne ferez pas de l'étage, ce ne sera pas du tertiaire. Terrena, l'agroalimentaire, que l'on ait un territoire anciennement rural et périurbain, qu'on est nouvellement attractif par le report de la métropolisation. Là, vous êtes à 40 minutes de Nantes. Nantes, 400 mètres carrés, 400 € par mètre carré le terrain à bâtir. En SNI, 100 € du mètre carré. Les opérateurs réussissent à travailler à Nantes, report sur le pays d'Ancenis. Là en bas, vous voyez l'évolution des volumes et des prix sur 3 ans. Avec des enjeux de logement abordables. Les actifs, ils travaillent, c'est des intérimaires, ils travaillent dans l'agroalimentaire. Là, le ZAN s'applique. Alors, j'ai mis c'est moins évident pour savoir par où commencer. Bon, c'est un euphémisme. Et là, effectivement, ça interpelle toutes les dimensions et pas uniquement comment je vais rentrer dans la calculette. Ça interpelle le logement abordable, ma stratégie d'accueil des entreprises, les différentes dimensions. Sur l'agriculture, tous les points rouges que vous voyez, c'est des exploitations agricoles. Donc, on est sur un territoire qui est riche en agriculture, dimension industrielle. Je t'ai dit, j'étais pas mal. J'ai donné tous les points au début, donc je peux déborder un peu. Non. On coupe le micro. Donc là, cette collectivité-là, on l'accompagne sur un plan d'action foncière pour nourrir son squat et son péage. Et là, effectivement, ils sont un peu inquiets et on essaye de ne pas aborder le sujet comme étant uniquement la calculatrice, mais quel est le projet de territoire, quelles sont leurs marges de manœuvre, etc. Alors, la dernière ? Ah non, j'en avais plein. Je fais très vite. 2 minutes. Quoi. Ouais. Alors, construire un plan d'action foncière, pourquoi faire ? Alors, donc, le premier, c'est faire un état des lieux des gisements par mode de mobilisation. Donc ça, c'est cette logique de flux et d'outils qu'on va mettre en place. Donc, sortir de la logique de gestion de mon stock et les moyens à mettre en place et savoir où la collectivité doit aller ou pas. Bon, c'est un peu une banalité sur les aspects fonciers, mais désolé du peu, il faut le rappeler que au-delà des aspects réglementaires, la mise en mouvement du foncier, c'est aussi savoir où on met nos billes et quels outils on met en place. Donc, réglementaire, veille, acquisition directe, etc. Structurer les marchés, organiser les concurrences et les temporalités de libération des fonciers. En fait, sur ce territoire-là, on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas passés en PLUI. Il y avait des effets de concurrence dans les programmes entre les communes. Et donc, pour pouvoir basculer d'un mode de production qui permet à des opérateurs de travailler sur d'autres produits que ce qui existe déjà, ça suppose de structurer le marché aussi. Et de le structurer dans le temps. Et dans certains cas, on a des collectivités qui on laisse entendre que leur réserve foncière, c'est peut-être mieux s'ils ne la mettent pas maintenant. C'est peut-être mieux qu'ils la mettent dans 3 ans, dans 6 ans ou peut-être plus tard. Et ce qui peut être contre-intuitif par rapport à l'injonction à y aller maintenant. Et travailler ça et faire comprendre que le ZAN, ça ne va pas être un sprint avant les décrets, ça va être un marathon, ça, c'est compliqué à faire. Mais c'est surtout qu'il a déjà commencé le marathon et que l'État fait du zèle aujourd'hui avant même qu'on soit dans les obligations d'application légale. Alors, c'est ça l'idée. Il y a tous les cas de figure. Il y a des cas de figure où il y a eu des surinterprétations avec, moi je vous ai demandé de diviser par 2. Et il y a les cas où ça peut passer, mais construisez l'argumentaire qui l'en fait. Mais c'est aussi une compréhension des marges de manœuvre, des besoins et des modèles de développement du territoire qui ont prévalu et changer le regard sur les nouveaux gisements, les besoins et les modes de production. Tu me laisses 2 minutes. Changer de regard. Je peux demander tellement gentiment. Ouais. Et courage. Changer de regard. Là, aujourd'hui, sur ce territoire, qui est un territoire de report qui est en explosion, qui est complètement en train de changer en termes de typologie de marché, de typologie de ménage, il faut être en capacité de leur dire, vous êtes à un tournant, comment vous prenez ce tournant, notamment dans ce contexte-là, qui amplifie vos difficultés d'anticiper. Là, ce territoire-là, il était plutôt sur le modèle tout-terrain. Alors, le modèle tout-terrain, c'est quoi ? C'est, j'ai ma classe qui se vide, j'ouvre un lotissement,
mon lotissement municipal avec des prix faibles, j'ai des primo-accédants, j'ai des jeunes ménages qui font des enfants qui me remplissent ma classe. Ah, les enfants sont partis au collège, j'ouvre un autre lotissement, etc. Donc là, vous voyez les gammes de temporalité. Et en fait, ce modèle-là, on commence à voir qu'il a du plomb dans l'aile. Alors, il y a les élus il y a ceux qui disent les jeunes ménages n'ont plus la bonne idée de faire des enfants, mais qui s'installent. On a mis en vente des maisons, et finalement, ce n'est pas des jeunes qui sont arrivés, c'est les personnes âgées qui étaient dans les hameaux et qui ont envie de se rapprocher du centre. Ou alors, c'est les Nantais qui sont arrivés et j'ai plus la capacité de produire des maisons pour mes locaux. Et le troisième cas, ça peut être le foncier est à un coût qui ne me permet plus de travailler. Et donc, pour avancer et essayer de prendre cette tangente sur le ZAN, est-ce que tu peux avancer sur le diapo suivant? Et ben, plutôt que de parler de densité, de dire la maison individuelle, c'est pas bien, et ben, on essaye de l'attaquer sous l'angle de la diversification des parcours résidentiels. De dire qu'on va reconstituer des parcours résidentiels et que s'il y a des personnes âgées qui quittent les hameaux pour venir en centre-ville, et ben, ça pourra aussi libérer des espaces pour d'autres. Et donc de travailler ces besoins en termes de gisement, de filières de production et de fermes urbaines correspondantes. Voir des opportunités là où on ne regardait pas avant. Je pensais qu'il y avait encore des... Ouais, tu peux avancer. Et notamment sur la division parcellaire. Sur la division parcellaire, en fait, comme on a un basculement, en fait, on est forcé de dire à des élus, regardez le foncier différemment. La commune qui est 5 km plus loin est en train d'avoir la division parcellaire sur des terrains qui sont en dessous de cette surface. Et donc, on réinterroge les gisements fonciers au regard de ce changement de marché, et ce qui peut permettre d'avoir un effet levier plus important. Oui, c'est très, très... Merci.